ces mystères sont encore inexpliqués. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour ce nouveau numéro de Mystère avec, bien sûr, ce soir encore, des histoires extraordinaires, des histoires hallucinantes, mais je le répète car il faut le répéter, des histoires qui ne sont pas des hallucinations, des histoires vraies, des faits véridiques, vérifiés. Alors, comme à l'accoutumée, vous allez vivre ces histoires telles que les ont vécues celles et ceux à qui elles sont arrivées. Et puis ensuite, eh bien, on essaiera ensemble, avec quelques spécialistes, des invités, de voir un peu plus clair. On essaiera d'ouvrir des pistes pour une meilleure compréhension de ce qui reste de toute façon inexplicable. Inexplicable en tout cas au regard des lois scientifiques connues et qui parfois même remettent en cause certaines de ces lois scientifiques connues. Voilà, au programme donc ce soir de Mystère. 2 mois d'enfer dans une maison normande. Les meubles se déplacent, des coups violents sortent des murs. Plus de 15 personnes constatent ces phénomènes. Grâce à la prédiction d'un voyant, Joël Paul a peut-être eu la vie sauve. Qui sont ces médiums? Que voient-ils? D'où leur viennent ces étranges facultés? Le monstre du Loch Ness. Canular ou mystère? Toujours est-il que les résultats de la dernière expédition attestent de la présence de quelque chose au fond du lac. Clausel, près de Vichy. Que signifient ces écritures indéchiffrables et ces objets vieux de plus de 15 000 ans qui n'ont toujours pas révélé le mystère de leurs origines? Et enfin à Vos, dans l'Allier, tout le monde connaît la légende du fantôme de Lucie. Toujours est-il que la forme qui hante le château a pu être photographiée. J'imagine que vous n'avez sans doute jamais rencontré dans votre vie ce que l'on appelle des poltergeists. Poltergeist est un mot allemand qui signifie littéralement « esprit frappeur ». Et vous allez le voir, ces poltergeists, même s'ils sont rares, frappent parfois très très fort. C'est ce qui s'est passé dans cette maison en Normandie au début des années 80. C'est ici, à quelques kilomètres de Lisieux, en Normandie, que se sont déroulés il y a 10 ans des événements très étranges. Ici, dans cette maison presque neuve, où monsieur et madame Dupré menaient une vie tranquille et calme. Tout a commencé un dimanche d'automne, un dimanche comme les autres. Tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Oui, c'est une maison qu'on a construite, quoi. Elle est toute neuve. C'est nous qui avons habité dans les premiers. Ce qui s'est passé, c'est difficile à expliquer, hein, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Mes parents, tout ça, je pour mes grands-parents, ils leur parlaient de fois, mais c'était des farces qu'ils faisaient. Ils se mettaient des draps sur la tête et puis ils faisaient peur aux autres, mais des trucs comme ça, mais autrement, j'ai jamais rien vu. Hein. Et on me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que... Et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. Sinon, je l'ai vécu, mais autrement... La nuit et le silence viennent de tomber sur la campagne normande. La maison des Dupré est complètement isolée. Dehors, il fait très froid. Et les Dupré savourent dans le calme leur nouveau confort. Monsieur et madame Dupré sont surpris. Qu'est-ce que c'est? Ils n'attendent personne ce soir. Madame Dupré n'est pas rassurée. La pleine lune est impressionnante. Et à la campagne, on ne sait jamais qui peut rôder. Elle referme la porte à clé. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Pour frapper à la porte de la maison, il faut traverser le jardin. Or, le portail est verrouillé.
pas cassé. Je comprends pas. On entendait des bruits de vaisselle. On croyait tout d'abord qu'il y avait des gens, mais en fait, il n'y avait personne. Et après, ça revenait tout le temps, quoi. Voilà, on a passé la nuit comme ça. Préoccupés, les Dupré décident quand même de se coucher. Mais tout cela n'est pas normal. Ce bruit de pas vient du grenier. Il y a donc quelqu'un dans la maison. Mais il n'y a personne. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allez, on va se coucher. Quels sont ces bruits étranges? Qui se cache dans cette maison? Quelqu'un voudrait-il du mal à monsieur et madame Dupré? Est-ce un cauchemar? Madame Dupré est terrorisée. Elle est déjà si fragile. Il vient d'y avoir un deuil dans la famille qui l'a beaucoup affectée. Elle se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, ma belle-sœur était complètement effondrée, elle pleurait d'ailleurs. Je leur ai dit, mais non, vous vous faites des idées, tout ça, ça n'existe pas, il ne peut pas se passer des bruits comme ça, c'est absolument impossible. Alors ma belle-sœur m'a dit, bah, écoutez, asseyez-vous. Je dis, oui, je vais rester un petit moment avec vous, jusqu'à ce soir, c'est pas un problème, j'ai le temps. Alors je suis restée là-bas, et puis au bout d'un petit moment, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, j'ai commencé à entendre des bruits. Alors des bruits de déflagration, comme si on envoyait des cailloux dans un carreau, par exemple. Et puis alors, ce qui est terrifiant, c'est d'entendre et de voir toutes ces choses-là, mais sans pouvoir voir d'où ça vient. Pour se rassurer, monsieur et madame Dupré ont demandé à leurs frères et sœurs de venir dîner le soir même. Seront-ils témoins, eux aussi, des phénomènes étranges qui semblent envahir la maison? Parce que ça commençait par faire des cas. C'était un cas en plus. Beaucoup de cas contraires. Mais non. Ce soir-là, à un moment donné, on entend un bruit de porte, des portes qui tapaient. On s'en va voir, ces armoires, les portes s'ouvraient, se refermaient. Alors quand ils ont vu, l'armoire continuait à se démonter. Alors quand ils ont vu ça, il y était 3 hommes là. Ils ont démonté l'armoire, en morceaux. C'est dangereux ça, hein? Oui, enfin tu sais, on va la démonter. Sûrement, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Ça bougera plus. Espérons. Allez, on y va. Et on y est arrivé, on voyait les planches se soulever, ils tapaient ensemble, pieds soulevés. Et alors là, bon, ça c'était... Elle a fermé la porte de la chambre, elle m'a dit, il faut plus dans cette pièce-là, parce que vraiment, on avait peur, on se demandait ce qui se passait. Hein. Et c'est pour ça qu'après, on a fait venir un peu de la famille pour faire voir quand même que ces bruits-là, on les inventait pas. Je dis qu'on était là en bas. J'avais très peur pour les enfants qui étaient avec nous parce que c'était des très jeunes enfants. Et les enfants, apparemment, ils n'avaient absolument pas peur. Je me demandais même s'ils se rendaient compte de quelque chose. Je ne pense pas.
Devant la violence des phénomènes, la famille Royer. Dupré décide de faire appel au guérisseur du pays, Michel Royer. On dit qu'il a aussi des pouvoirs d'exorciste, mais il ne peut pas se déplacer immédiatement. On n'a jamais appelé les gendarmes ou la police parce que mon beau-frère et ma belle-sœur ne voulaient pas que ça se sache. Ils avaient peur que les gens nous prennent pour fous. Alors ce que mon beau-frère et ma belle-sœur voulaient, c'est de ne pas en parler. Alors on s'est tu. Les Dupré ne savent plus quoi faire. En vain, ils essaient de parler d'autre chose, de faire comme si tout était normal. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon carillon, mais il est cassé. Allez-y. Au grenier, il y a bien une horloge, mais elle n'a plus de mécanisme. Alors, d'où vient ce bruit? Regarde, il marche pas, ce que je t'avais dit. Regarde. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas, c'est tout. Les pommes qui passaient qui venaient du grenier et qui passaient à travers la porte, ça faisait un trou noir, puis ils retournaient dans la salle de l'autre côté. Alors à la saison c'était que ça se passait, il n'y avait presque plus de pommes. On savait ce qu'il y avait en haut, on savait ce qu'il y avait en bas, et puis tout y descendait, et puis il n'y en avait plus en haut. On les remontait en haut, ils redescendaient en bas. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler, parce que on s'est dit, les gens vont dire, ils sont fous. Dans la famille, ils sont fous. Il n'y a pas d'autre solution. On peut pas croire, on peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait pas de trou. Il dit, ils sont pas bien, c'est... Il y avait le problème des pommes qui nous tombaient, qui venaient du grenier en principe, et qui tombaient sur nous. Et la porte était fermée. La porte du grenier était fermée. Et quand on prenait une de ces pommes, elle était chaude. On les prenait à la main, elle était chaude. Monsieur et Madame Dupré n'en peuvent plus. Ils ont peur. Ils n'arrivent plus à dormir. En désespoir de cause, ils décident de quitter la maison provisoirement et d'aller chez une de leurs sœurs. Mais très vite, on constate que depuis qu'ils sont partis, tout semble parfaitement calme dans la maison. Les Dupré décident de revenir y passer une journée. Ils espèrent que les phénomènes se sont arrêtés. Ah oui, mais j'espère. On demande toujours ça ne viendra pas, on n'en sait rien. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Un matin, qu'est-ce que je vois? Un homme qui sort d'une chambre, qui arrive devant moi par le couloir. J'ai eu très peur, mais très très peur. Et je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très très lumineux. Au moment où il a mis la main sur la clenche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Ça me bouleverse, j'y comprends rien. C'est la première fois que je vois ça, alors que je n'y croyais pas et je trouve pas d'explication. Quelle est la raison de l'enfer qu'est en train de vivre cette famille? Ces manifestations se produisent-elles vraiment? Est-ce une hallucination collective? Certains psychiatres pensent que c'est la douleur du deuil qu'ils viennent de subir qui s'exprime ainsi. Nous sommes devant des esprits normaux et sains. Comment des esprits sains peuvent effectivement fabriquer de telles images si elles les ont fabriquées?
Eh bien, on connaît dans les chocs affectifs graves, particulièrement graves, de nombreux exemples où des gens ont vu revenir à eux, du moins en images, leur passé et en particulier le défunt. On peut très bien imaginer la solution suivante, c'est qu'une personne ait eu un choc affectif grave et donc perçoive une image et que cette personne soit suffisamment convaincante pour avoir quelque part un pouvoir hypnotique qui peut-être amènerait tout un groupe à percevoir cela. Au bout de 2 mois, à bout de force, les Dupré supplient Michel Royer, l'exorciste, de venir. Il comprend que les choses sont graves et accepte enfin de se déplacer. Lorsque je suis arrivé chez M. et M. Riret, eh bien j'ai ressenti quand même quelque chose d'inquiétant, quelque chose de très très fort. Quelque chose en moi qui se déroulait déjà, des forces qui essayaient de me nuire. Les esprits peuvent faire d'énormes choses, ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça y est, ça commence. Ça commence. Quand on s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Puisqu'il est ainsi, je vais essayer. Bah oui, ça y est. Bon, bien sûr, je me suis allongé sur le lit. Et de là, je me suis rendu compte, dans le matelas, il se passait quelque chose. Et quelque chose quand même assez inquiétant, on sentait quelques petits craquements. Mais je me suis ressaisi, je ne voulais pas me laisser avoir. Et de là, je fais ce que je devais faire. J'ai eu le dessus de cet esprit qui essayait de me nuire. Les 3 frères n'en reviennent pas. Michel Royer arrive à maîtriser les phénomènes. Quand il s'allonge sur le lit, rien ne se passe. Quel pouvoir possède-t-il? Surtout, sur quoi a-t-il un pouvoir? Pour Michel Royer, il s'agit de fantômes et il va exorciser la maison. Peu de temps après, les bruits commencent à s'estomper et les Dupré reviennent y habiter. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Et je ne peux pas le dénoncer. Car il me semble, pour moi, et j'y pense fortement, que si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Le rôle et l'efficacité de l'exorciste prouvent bien qu'on est dans ce type de phénomène, ce qu'on a appelé choc affectif aigu. On est bien dans ce type de phénomène parce que n'importe qui, finalement, arrivant nanti d'un pouvoir, d'un savoir propre à réassurer ces gens, peut-être plus fortement qu'un médecin lui-même d'ailleurs, parce qu'il est investi d'un pouvoir magique. Il est clair à ce moment-là que n'importe quelle personne investie de ce pouvoir pourra avoir un effet tout à fait bénéfique sur ce genre de situation. Depuis cette histoire survenue il y a 10 ans, Monsieur et Madame Dupré, qui habitent toujours leur maison, n'ont plus jamais rien vu ni entendu d'anormal. Alors, que s'est-il réellement passé? Comment expliquer ces phénomènes? S'agit-il de fantômes, d'hallucinations ou de l'expression d'une douleur intense dont on mésestimerait la force? Les Dupré ne le savent toujours pas. Comme je le disais au début de ce numéro de mystère, après les films, on essaye d'ouvrir des pistes, on essaye d'y voir plus clair, c'est pas facile. À mes côtés, vous le reconnaissez, Michel Royer, qui a fait cesser ces phénomènes apparemment, Alain Meunier, psychiatre, qui s'est exprimé dans le film, et puis Yves Lignon. Alors Yves Lignon, lui, c'est un pionnier de la parapsychologie. Il dirige un laboratoire de parapsychologie à Toulouse. Il réfléchit beaucoup à ces phénomènes. Il a publié un livre qui s'appelle L'autre cerveau. Bon, vous n'êtes pas seulement un théoricien, vous êtes un homme de terrain. Vous avez eu à connaître beaucoup de cas de ce genre et vous êtes allé sur place. Alors, qu'est-ce qui explique ces phénomènes selon vous? Qu'est-ce qui les explique? Rien. Étant bien entendu que ces phénomènes ne restent pas inexpliqués, ne resteront pas inexpliqués, qu'ils sont seulement encore inexplicables. C'est pour cela qu'on les appelle para quelque chose. Parce que la science peut constater leur réalité, mais elle ne sait pas les théoriser. Si enfin, je ne veux pas jouer le savant, mais allez, parlez-nous de la psychokinèse et expliquez-nous clairement ce que ça veut dire. La psychokinèse, c'est l'action de la pensée sur la matière. C'est un terme commode pour désigner certains phénomènes qu'on a pu constater quelquefois en laboratoire, et par exemple en France dans les laboratoires d'une très grande société industrielle. Et donc, il se pourrait bien que les phénomènes qui ont été observés, et dont on vient de voir le récit, soient des phénomènes de psychokinèse sauvage, spontanée. C'est une hypothèse. C'est-à-dire
l'état mental, moral, psychique d'un sujet dans une famille pourrait en quelque sorte déclencher à son insu, sans qu'il le sache bien sûr, des phénomènes de ce genre, c'est-à-dire des meubles qui bougent, les pommes qui traversent la maison du grenier à la cave. Donc vous, votre thèse, c'est ça. Ce qu'on vient de voir, c'est ça. Disons que je pense que cette hypothèse doit être prise en compte aussi bien que d'autres. Alors, pour Alain Meunier, au contraire, c'est une hallucination collective. Hein, c'est un peu ça que vous nous expliquez. Non, je m'excuse de préciser, mais ce n'est franchement pas une hallucination, parce que l'hallucination est un terme qui appartient à une pathologie, et ces gens ne sont pas malades, j'ai essayé de l'exprimer clairement, donc ce n'est pas une hallucination. Alors qu'est-ce que c'est ? Il est possible, et l'inconscient est un grand facteur de ces problèmes, il est tout à fait possible qu'il y ait une création d'images. Le cerveau peut créer des images autrement que des hallucinations. Il peut, sous l'empire de toxiques par exemple, on sait que par le LSD ou par différentes choses. Mais des images qui ne sont pas des hallucinations, si elles n'ont pas une réalité objective, ça reste des hallucinations. Je vous suis mal là. Pas tout à fait. Bon, si vous voulez, l'hallucination supposerait que ces gens sont malades. Bon. Mais il est possible également que l'inconscient joue de tels tours qu'il soit capable de poser une réalité, une trace sensorielle chez des gens. Et dans les analyses, c'est très clair. Dans les analyses de gens qui ont des deuils, ce qu'on appelle les deuils pathologiques, c'est-à-dire des deuils très longs et dont les gens n'arrivent pas à sortir et qui font pour ça une thérapie, on sent très bien cette trace sensorielle persister très longtemps chez eux. C'est-à-dire que c'est peut-être de façon beaucoup moins frappante que la vision de quelqu'un, mais également la sensation corporelle. Et beaucoup de gens, mais pour ne pas dire presque tous les gens en analyse, qui ont eu un moment de deuil important, sont capables de relater ce genre de choses. Alors, donc à minima, ça existe. Il y a quand même dans ce film, qui est une reconstitution fidèle de ce qui s'est passé, quelque chose qui plaiderait plutôt en faveur de ce que dit Alain Meunier et contre la psychokinèse, c'est que les enfants, on l'a vu, ils voyaient rien, ils entendaient rien. Oui, enfin, les enfants n'ont rien témoigné. Mais en réalité, finalement, tout tourne, par exemple, autour de la question des pommes. Est-ce que les pommes ont réellement traversé la porte, oui ou non ? Il est bien évident qu'il n'y avait pas une caméra à ce moment-là. Donc, on en est réduit au témoignage. Mais voilà que les témoins nous disent que les pommes étaient chaudes. Cela ne s'invente pas. Or, on connaît des dizaines et des dizaines d'autres cas semblables. Et en particulier, quelqu'un comme Camille Flammarion, qui est au-dessus de tout soupçon, qui a justement compilé, qui a récolté des cas comme celui-là, a cité des exemples de bombardements de cailloux qui étaient brûlants et qui arrivaient à l'intérieur de pièces dont les volets étaient fermés. Si vous voulez, moi je veux bien que les sciences humaines, telles qu'elles sont à l'heure actuelle, expliquent entièrement ce phénomène. Mais alors, comment les témoins pourraient-ils avoir inventé l'histoire des pommes chaudes? Cela impliquerait qu'ils aient étudié les dossiers de la parapsychologie, ce qui paraît assez invraisemblable. C'est-à-dire que quand la matière peut traverser la matière, là, j'ai quand même envie de me pincer. Je sais pourtant que des faits de ce genre ont été observés. Mais alors, Michel Royer, vous dans cette assemblée-là, vous représentez, je suis content que vous soyez là, parce que vous représentez... je dis pas que vous êtes ignorant, mais vous êtes loin de ces élucubrations scientifiques et tout. Vous vivez ça au quotidien avec les paysans de votre région. On vous appelle souvent, vous résolvez leurs problèmes. Alors pour vous, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Pour moi, dans cette maison, je pense que ça ne pouvait être que des revenants. Parce que j'ai été à bien des places et très très souvent ça se manifeste. C'est jamais le même cas, mais de la même façon. Les meubles qui bougent. Oui, les armoires qui se vident, bien d'autres faits, des histoires, même des fois dans les fermes, dans les étables. Alors on vous appelle et vous rendez service et en général vous résolvez les problèmes. Bon, vous nous dites que vous avez un secret, que vous ne voulez pas dire quelle est la nature de ce secret. Bon, libre à vous. Mais de qui le tenez-vous, ce secret? D'où ça vous vient? Vous l'avez appris? Votre père, je sais pas? Non, il est vrai que, en étant enfant, je m'entraînais à fixer des trucs qui brillaient, j'étais toujours nu-pied, je m'entraînais comme cela. Je m'amusais à momifier des beefsteaks, des poissons. Ah, ça, en étant Yves Lignon. Ce sont des expériences qu'on refait quelquefois. Phénomène extrêmement fréquent. Ah extrêmement fréquent, ce qui ne veut pas dire que n'importe qui momifie un beefsteak ou momifie un poisson. Mais il y a de très nombreux parmi nos concitoyens qui en sont capables et qui ne le savent pas.
Mais c'est vrai que c'est un bon test de pouvoir parapsychologique, la momification. Bon, alors dans ce qu'on vient de voir, 3 hypothèses. Une hypothèse, je dirais, psychologique, psychiatrique même. Une hypothèse que la physique moderne n'explique pas encore. Oui, mais scientifique aussi. Oui. Et une hypothèse que je qualifierais de plus ancestrale, l'hypothèse de la maison hantée. On est incapable de choisir entre les 3. Toujours est-il, et je tiens à le signaler, que ce sont des faits réels. Et d'ailleurs, ce qu'on vous a montré ce soir, on vous en reparlera dans d'autres émissions mystères, car des phénomènes de ce genre, et c'est pas Yves Lignon qui me contredira, on en a plusieurs dizaines qui ont été enregistrés par des brigades de gendarmerie en France et ailleurs. Je pense qu'on peut considérer qu'en France, il se produit en moyenne un de ces phénomènes par mois. J'entends au sens parapsychologique. Un phénomène qui est inexplicable autrement que par les hypothèses parapsychologiques. Ce qui n'est pas, encore une fois, le cas de ce témoignage. Moi, je pense, pour la parapsychologie, parce qu'encore une fois, je n'imagine pas qu'on ait pu penser à dire que les pommes étaient chaudes. Mais c'est vrai qu'il faudrait davantage de preuves objectives pour que dans cette affaire, la parapsychologie s'impose. Un mot encore. Vous êtes allé, je le disais au début, souvent sur place. Et vous avez même, vous, arrêté en quelque sorte des phénomènes de ce genre. Est-ce à dire que n'importe qui soit extérieur à la communauté familiale qui engendre peut-être ces phénomènes, peut de sa simple présence arrêter ces phénomènes? Est-ce que Michel Royer n'a pas joué ce rôle finalement? Oui, là nous sommes entièrement d'accord. Les 2 fois où j'ai arrêté le phénomène, 2 fois en 20 ans quand même, sur plus de 80 cas qui m'ont été soumis, et tous les autres étaient des cas explicables autrement que par la parapsychologie. Les 2 fois où j'ai arrêté le phénomène, j'ai effectivement, comme vous le diriez, provoqué un contre-choc psychologique délibérément, et en collaborant d'ailleurs à chaque fois avec un psychiatre. En tout cas, ceux que ça intéresse, je les renvoie bien sûr au livre d'Yves Lignon, L'autre cerveau. Messieurs, merci. La suite de Mystère. On estime qu'ils sont à peu près 50 000 en France à faire profession de ce que l'on appelle le paranormal. Il s'agit des mages, des gourous, des magiciens, des sorciers, des médiums de toutes sortes. Ils réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards de francs. Alors parmi eux, bien sûr, il y a beaucoup de charlatans, beaucoup d'escrocs même. Mais il y a aussi, même s'ils sont rares, des gens honnêtes, des gens sérieux et qui possèdent des qualités véritables, des facultés extraordinaires. C'est grâce à l'un d'entre eux, un voyant nommé Georges de Bellerive, installé à Lyon, que nous pouvons vous raconter l'histoire que voici. De Nostradamus aux chamans africains, des prophéties bibliques aux prédictions astrologiques, l'homme a toujours cherché à connaître l'avenir. L'histoire de l'humanité est parsemée de troublantes prémonitions. À travers les âges, la voyance reste un mystère qui bouleverse notre conception de l'espace et du temps. La voyance, c'est une pensée en images qui se déclenche ou qui ne se déclenche pas à partir de sensations extrêmement fortes qu'a le voyant qui effectue un voyage dans le passé et dans le futur des autres. Un acte d'amour, c'est un acte d'amour. D'abord un acte d'amour, un acte de générosité aussi. C'est à Lyon que Georges de Bellerive exerce la voyance. Ce jour-là, il recevait 2 étudiantes. Regardez-moi. Dans quelques jours, vous allez traverser des émotions très fortes. Quel genre d'émotion? Enfin, je veux dire, par rapport à qui ou par rapport à quoi? Par rapport à un ami. Ou une amie. Et pour Sophie, vous voyez quelque chose? Georges de Bellerive se concentre. Il commence à percevoir des flashs.
images défilent comme un film derrière ses paupières closes. Mais elles sont de plus en plus floues. Et peu à peu, il ne voit que du blanc. Non, je ne vois rien. Je suis désolé. Il arrive qu'on me demande, quand je vois rien, comment ça se passe. Et il n'y a plus de film. C'est le vide. Je n'ai plus envie de poursuivre. Mais non, pour longtemps, moi, je me sens... De cela, un certain nombre d'amis et moi avons été très intrigués par la relation qu'elle nous avait faite, cet événement. Et chacun notre tour, nous avons pris rendez-vous avec M. de Bellerive. Je dois le dire bien honnêtement, essentiellement par curiosité, sans trop y croire, sans trop nous attendre à des révélations ou d'autres choses de ce style. À son tour, Joël Paul se rend chez le voyant. M. de Bellerive m'a décrit certains événements, certaines choses qu'il ne pouvait pas avoir recueillies par de tierces personnes et dont moi seul ou ma famille était au courant. Vers la fin de la consultation, le voyant a soudain un flash. Il voit un petit avion. Il a le sentiment angoissant d'un danger imminent. Des flammes. Un accident terrible. Et surtout, pendant 3 ans, vous ne prenez aucun avion privé. J'ai été beaucoup plus interpellé par ce qu'il m'avait dit avant, pendant l'entretien, plutôt que par cette mise en garde, que j'avoue avoir bien pris comme étant peut-être une boutade ou une formule tout à fait vague et sans aucune incidence, sans aucune importance. 2 ans après, loin de se soucier de l'avertissement de Georges de Bellerive, Joël Paul part pour la Bolivie. Cette drôme en retard. Heureusement que la compagnie a frété un avion privé, sinon on ne serait pas parti. Un avion privé? Moi je crois que c'était... Joël est saisi d'une angoisse. Il se souvient de la prédiction du voyant. Pendant 3 ans, vous ne prenez aucun avion privé. Et soudain, c'est la catastrophe. Le cockpit explose. Bon, par miracle, tous les passagers ont survécu, mais enfin, il aurait bien pu se faire également que l'avion tombe en chute libre, hein, très honnêtement. Donc là, vraiment, j'ai pensé à ce que m'avait dit M. de Bellerive. Vous avez un bureau
et vous faites, si vous le pouvez, de la voyance. C'est faire du trapèze sans filet. Qu'est-ce que le public attend? Vous vous plantiez, pour la plupart. Vous cassiez la figure. C'est donc, j'en suis conscient. Malgré cet accident, Joël est parti en Bolivie, mais cette fois sur un avion de ligne. Un soir dans un restaurant, il rencontre un couple de touristes français. Il lui propose une excursion dans la forêt amazonienne. Pour y aller, il faut prendre un avion privé. Si on n'était pas sûr. Excuse-moi, je le sens pas. Là, tu veux pas le faire. Ça me... Faites comme vous voulez. On peut le faire. Vous ne prenez aucun avion privé. Il se sent un peu ridicule d'avoir refusé. Depuis son enfance, il rêve d'aller dans la jungle. Vous ne prenez aucun avion privé. Je ne voulais pas trop croire en ce que m'avait dit M. de Bellerive. Néanmoins, je me disais, bon, pourquoi tenter le diable? Les deux jeunes touristes abandonnant Joël en Bolivie décident de faire l'excursion sans lui. Ce soir-là, Joël n'arrive pas à dormir. Il pense à ce jeune couple si sympathique. Il pense au terrible avertissement du voyant. Mais peut-être s'est-il trompé. Le voyant, c'est pas une machine à remonter le temps, à explorer le temps. C'est quelqu'un qui vit des impressions, des émotions beaucoup plus fortes que vous et moi, qui a l'aptitude à les communiquer. Toute la nuit, Joël se sent oppressé par une angoisse qu'il n'arrive pas à maîtriser. Petit matin, Joël apprend la terrible nouvelle. L'avion s'est écrasé et il n'y a aucun survivant. Là, véritablement, je dois dire que c'était assez... ça m'a impressionné. Ce n'est pas pour autant que j'en ai tiré des conclusions métaphysiques ou philosophiques de quelque style que ce soit. Je me suis posé des questions, que je me pose toujours d'ailleurs. Georges de Bellerive est crédible en tant que voyant. Il est crédible dans la mesure où il est un être faillible, avec plein de faiblesses. C'est-à-dire quelqu'un qui vit des émotions très fortes, qui est capable d'incorporer la personnalité des autres, voyager dans le temps des autres. Il fait un métier extrêmement difficile, que je ne voudrais pas faire. Comment expliquer la prédiction si précise du voyant qui a peut-être sauvé la vie de Joël Paul? Ne s'agit-il que d'une coïncidence ou certains d'entre nous possèdent-ils le don mystérieux de lire le passé et d'entrevoir l'avenir? Alors, certains des personnages que vous avez vus dans ce film, nous allons les retrouver sur ce plateau. Joël Paul d'abord, Georges de Bellerive, le voyant, François Laplantine, qui a consacré avec un certain nombre de collègues 2 ans d'études au cas, disons, de Georges de Bellerive, et puis 2 invités que vous n'avez pas vus dans cette reconstitution, dans ce film. Yaguel Didier, qu'on ne présente plus selon la formule consacrée, voyante, installée à Paris. Et nous avons somme toute 3 générations de voyants. Et Maude Christen, la plus jeune des 3, établie depuis maintenant 4 à 5 ans, à Paris également. Bon, Joël Paul, c'est d'abord à vous qu'il faut s'adresser. Georges de Bellerive, somme toute, vous a sauvé la vie. Tout à fait. Il serait malhonnête de ne pas le reconnaître
ne pas le reconnaître du tout. C'est la réalité. S'il ne m'avait pas sauvé la vie, je ne serais pas là ce soir pour témoigner. Vous ne seriez pas là ce soir. Vous en êtes intimement convaincu maintenant? Je suis très très convaincu. Alors, vous dire que j'en suis certain, il y a peut-être une part de hasard, ça c'est possible. Mais malgré tout, je dois bien dire que quand j'ai refusé de monter dans l'avion, de prendre cet avion privé qui devait partir en Amazonie, c'est essentiellement à la pensée de Monsieur de Bellerive, enfin plus exactement à ses précognitions que j'ai pensé. Alors, s'il vous a sauvé la vie, est-ce qu'il a également, en la sauvant, changé votre vie? C'est-à-dire, depuis cette prédiction, est-ce que vous vivez différemment? Est-ce que vous le revoyez d'abord? Je ne l'avais pas revu depuis 1976. J'avoue que après ces accidents, puisque j'en ai eu plusieurs au cours de ce voyage, je suis beaucoup plus interpellé par la voyance. Et par, vous consultez d'autres voyants si vous n'avez pas vu Georges de Bellerive? Non, je vais même vous dire très honnêtement, j'en ai eu peur. Car j'ai véritablement vécu, si j'ose dire, le futur dans l'immédiat. Et peut-être est-ce une attitude de lâcheté, peut-être est-ce une attitude encore d'un trop grand scepticisme, mais j'avoue que plus le temps passe, plus je regarde cette science qui est la voyance de près, sans faire de jeu de mots, je me pose beaucoup de questions. Georges de Bellerive, vous qui avez sauvé la vie à Joël Paul en quelque sorte. Hein? Je ne peux pas le croire. Pourquoi vous ne pouvez pas le croire? Vous ne croyez pas à votre art? Non, mais je pense quand même que le divin y pourvoit. Je ne pense pas que ma modeste personne puisse intervenir. Vous êtes croyant? Oui, oui, je suis croyant, oui. Dans l'exercice. Et quelquefois pratiquant. Et je crois pratiquer une forme de fraternité, une forme de, comment dirais-je, de courant, de sympathie, voyez-vous, qui est donc bien autre chose que la démarche, je dirais, habituelle. Voyez-vous, voilà, moi, j'ai le sentiment presque, ça paraît idiot, mais j'ai le sentiment presque d'être là pour échanger, pour un accueil, pour me faire aimer. Et j'aime aimer, voyez. Il arrive que vous ne voyez rien. Ah ben, on l'a vu dans le malheureusement, ça m'arrive assez fréquemment. Et comment vous l'expliquez? Ah ben ça, je ne sais pas. Je ne peux pas démonter la mécanique. Je ne suis pas technicien. Mais la voyance est un phénomène intermittent. Enfin, il suffit pas de nous mettre une pièce de 100 sous. Enfin, quand même. Non, c'est autre chose. Yael Didier, ça marche mieux quand c'est des voyances spontanées ou quand c'est à la commande? Ça dépend, parce que quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, c'est évident que c'est à la commande. Mais je crois que, puisque la personne a rendez-vous, mais en ce qui me concerne, je sais que je renvoie énormément de monde, une personne sur 4 ou 5, ce qui est quand même beaucoup, parce que là aussi ça dépend, parce que vous savez, je dis, la voyance c'est aussi l'empathie, c'est-à-dire c'est la rencontre avec l'autre, puis il y a des moments, la personne qui est devant vous est tellement dans un état entre autres de stress, vous ne pouvez pas voir, je veux dire, il faut qu'il y ait cette espèce de fusion. S'il n'y a pas fusion, s'il n'y a pas harmonie, c'est comme l'amour, c'est parce que je dis toujours que la voyance c'est une histoire d'amour, on ne peut pas voir, et puis ça ne se force pas, et c'est vrai que dès qu'on force une voyance, on se trompe. Je veux dire, vous avez la personne devant vous qui veut savoir, qui veut entendre certaines choses, et là c'est fini. C'est vrai que c'est très spontané. Donc il y a une espèce de hiatus, parce que la personne est là, elle a pris rendez-vous, elle vous attend depuis un certain temps, et puis tout d'un coup, rien ne se passe. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire non, je ne vois pas, revenez, et très souvent, je pense que les gens reviennent, et ça va très bien. Christine, de dire je vois rien, revenez plus tard. Autant, oui, à peu près dans les mêmes proportions. C'est-à-dire 3 fois sur 5? Ça dépend. J'ai pas fait comme vous. Je peux pas véritablement dire 1 sur 5 ou 1 sur 15 ou 1 sur 20. Il y a des périodes où il y a une journée entière où il y aura sur 3 rendez-vous, il n'y en aura pas un de bon. Voilà. Yael Didier, ça vous est venu quand et comment? Moi, assez tard, suite à une rencontre que j'ai eue avec une astrologue à l'âge de 24 ans, qui, en faisant mon thème, a vu que j'avais un don. Et quand elle me l'a annoncé, je l'ai vraiment pris pour une folle. Et pour moi, c'était vraiment... Vous n'en étiez jamais aperçu? C'est-à-dire non, parce que j'étais pas élevée dans un milieu où on parlait de voyance. Vous savez, il y a quand même tout un milieu, il y a toute une éducation, et comme j'ai eu une éducation assez chrétienne et assez sévère, je dois dire que la voyance, c'est vraiment très... ça sent le soufre.
Et quand elle m'a dit ça, bon, je dois dire que ça m'a pas non plus effrayée. Elle m'a donné cette boule de cristal et j'ai eu vraiment des images. C'est quoi votre première voyance? Vous avez vu quoi? Oui, dans cette fameuse boule de cristal que cet astrologue possédait, parce qu'elle a été fascinée par le phénomène de voyance, elle me l'a mise dans la main et j'ai vu comme je vous vois. C'est-à-dire c'était un film qui s'est déroulé devant mes yeux, mais très comme la télévision, je veux dire aussi clairement. Et très net, je veux dire ça. En fait, ce qui est très étrange, c'est que je m'en suis rendu compte après, c'est mon avenir. J'ai vu d'une façon très symbolique. Est-ce que si demain je décide d'être voyant et que je prends des leçons avec vous trois ou l'un de vous trois, est-ce que je vais progresser? Est-ce qu'on n'est pas tous des voyants virtuels? Oui, des voyants virtuels, oui, je pense. Mais si vous voulez, il y a un problème de... Bon, il y a l'entraînement, mais il y a surtout... De même qu'on peut tous virtuellement apprendre à grimper aux arbres, enfin vous êtes d'accord qu'il y en a qui vont redescendre plus vite que d'autres. Bon, au niveau de la voyance, c'est la même chose. Je pense que tout le monde a eu dans sa vie un truc troublant, le rêve prémonitoire, le serrage de main, on a soudain une intuition. Mais je ne pense pas qu'on puisse véritablement apprendre ça techniquement, qu'on puisse développer des états qui amènent à la voyance. Mais pourtant, quand on s'aperçoit un jour qu'on est voyant, Yael Didier, on est capable de progresser. Oui, parce que cette astrologue, si vous voulez, quand elle a vu que j'étais assez disposée pour voir, elle était même très étonnée parce que c'était la première fois que quelqu'un avait de vraies images dans cette boule de cristal. Mais ça, je ne suis pas scientifique et j'ai rencontré par la suite un personnage qui s'intéressait à tout ça et qui m'a dit que la vraie vision très souvent démarrer à travers une surface cristalline, mais qu'au bout d'un certain temps, 1 an ou 2, je n'aurai plus d'image, mais que, ce que disait Maud Christine, j'aurai des sensations, des impressions. C'est exactement ce qui s'est passé. 1 an, 1 an et demi après, je n'ai plus eu de vision aussi concrète. Vous avez commencé par la BD, vous êtes passé à la littérature, quoi. Bon, plus de boule de cristal pour vous. Ça m'amène à une question intéressante, hein, parce que là, vous différez tous les trois, je crois. Vous, plus de boule de cristal, mais un jeu de cartes qui, quelque part, s'apparente au tarot. Georges de Bellerive, les supports... Apparemment, il ne veut pas en entendre parler. Et Maud Christine, c'est le tarot. Le tarot de Marseille qui permet de délimiter dans le temps un petit peu mieux. Pouvez-vous me répondre chacun, pourquoi est-ce que vous avez tous une attitude complètement différente, une approche différente de ce problème des supports de la clairvoyance? Parce qu'un compositeur, parce que vous demandez à 3 compositeurs différents comment ils s'inspirent, ou à 3 écrivains différents comment ils écrivent, il n'y en a pas un qui vous dira la même chose. Il y en a un qui vous dira j'ai besoin de silence, l'autre qui vous dira j'ai besoin de travailler dans des cafés, le troisième qui vous dira j'ai besoin de travailler à la machine, l'autre aura une horreur de l'informatique, aura besoin d'un stylo. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose de personnel et qui change aussi au fil des ans. Je pense que vous avez vécu ça aussi. Tout à fait. Vous, Georges de Bellerive, on dit que vous n'aimez pas du tout les supports. Non. Vous, c'est... sans filet à main nue, si j'ose dire. Absolument, oui. Mais au début. Mais je pense que vous avez ici trois personnes qui vraiment sont complémentaires. On va passer à quelqu'un qui, alors, n'est pas du tout voyant, je crois. Vous êtes comme moi. Non, hein. pas du tout. François Laplantine, vous êtes ethnologue. Oui. Vous habitez Lyon. Et avec plusieurs de vos collègues, sociologues, psychologues, psychiatres, vous avez décidé un beau jour d'avoir une approche scientifique d'un voyant, en l'occurrence Georges de Bellerive. Cette étude scientifique, vous l'avez menée pendant 2 ans. D'abord, pourquoi l'avez-vous faite et quels résultats vous en tirez? Je crois que la première chose à dire, c'est que l'aptitude à la voyance, l'aptitude à la divination, elle est résolument universelle, mais elle est pénalisée, elle est refoulée, elle est découragée dans notre société, et à la répression des uns va répondre l'engouement des autres. Pourquoi la voyance fait problème? C'est parce que c'est le phénomène le plus opposé à notre société, à ce qui est opposé, à ce qui est admis dans notre société. Le voyant voyage dans le temps, il anticipe l'avenir, il revient en arrière, et d'autre part, il communique avec les autres. Or, on nous a appris depuis notre enfance à séparer le passé, le futur, le présent, à séparer l'individu de l'autre, donc la voyance est perturbante. Au terme de ce travail, je ne peux pas dire qu'on ait réussi à comprendre ce que c'était que la voyance, mais on a réussi à comprendre au moins pourquoi on ne pouvait pas comprendre, parce que tout dans notre société s'oppose à ce type de voyage à travers le temps des autres. Vous dites dans le film que l'on a vu, en ce qui me concerne, je n'aimerais pas être voyant. Pourquoi? Parce que moi je connais surtout le cas de Georges de Bellerive. Il fait un métier impossible. Parce qu'il y a des jours où on lui demande de voir et il voit rien, et il y a des jours où on lui demande rien et il voit. Vous faites un métier, je crois que la statistique est difficile, mais on estime qu'ils sont à peu près 50 000 en France, que ça représente 7 milliards de chiffre d'affaires. Vous faites un métier encombré de charlatans,
c'est-à-dire de gens qui n'ont pas vos pouvoirs, mais ce qui est pire, quelquefois de gens qui ont vos pouvoirs, mais qui en usent malhonnêtement, c'est-à-dire d'escrocs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ces excès? Informer. Oui. Je pense qu'il n'y a que ça. Oui. Il ne s'agit pas de faire de la répression, déjà parce qu'il y a un type de voyants, comme vous dites, qui sont des escrocs, mais qui attirent aussi un certain type de clients. Oui, c'est vrai, absolument. Il faut quand même... Voilà. On a le client qu'on mérite. On a aussi les clients qu'on mérite un peu. Avant de passer à la suite de Mystère, avec d'autres affaires étranges, mystérieuses, extraordinaires, j'ai quand même envie, Maude Christen, de tenter une petite expérience. Est-ce que vous voulez me suivre? D'accord. Alors, Maude Christen, je vais vous présenter quelques objets et on va voir si vous arrivez à lire en eux. On va essayer. À les faire parler. C'est des conditions qui ne sont pas évidentes, mais on va essayer. Non, mais c'est courageux à vous d'essayer. Alors, tenez, en premier, voici ceci. Et la sensation que j'ai, la première sensation que j'ai, un sentiment de... Alors, encore un sentiment de danger, mais qui, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus... Il y a de l'oppression, il y a de la souffrance là-dedans. Mais là, il y a une oppression qui est énorme. Énorme. Il y a une tension, une oppression énorme. Il y a des pleurs dans cet objet. Il y a des gens qui ont pleuré, là. Si vous voulez, j'ai quelque chose de beaucoup moins délié, de plus précis, enfin, me semble-t-il. De plus pesant. C'est lourd, c'est quelque chose de lourd. Il y a une masse de souffrance, de dureté, j'ai l'idée de quelque chose de désertique et de long, si vous voulez. Géographiquement? Oui. Et géographiquement, vous pourriez le situer? Pays froid. Ça pleut, c'est moche. Pays triste. Pays triste. C'est drôle, j'ai l'idée de gens jeunes autour. Je vois des jeunes, des bandes de jeunes. C'est pas un truc des barricades de mai 68, un truc comme ça? Non, mais... Parce que j'ai le sentiment de gens jeunes. C'est moins tragique. C'est moins tragique. C'est plus tragique, pardon, que les barricades de mai 68. C'est plus tragique, parce que j'ai le sentiment de gens jeunes, de révolte, de cris, de... Vous voyez, vraiment, là, j'ai une grande violence. C'est formidable, ça. Ça vous convient? Oh, tout à fait. Tout à fait. J'aimerais bien un pays. Vous avez dit un pays gris, il fait triste, il pleut. C'est la Pologne, non? Oh là là là, on arrête là. Je ne peux pas situer mieux. C'est formidable. C'est un morceau du mur de Berlin. C'est extraordinaire. Là, vraiment, là, je suis contente. Là, vraiment, vous l'avez fait parler. Vous avez parlé de souffrance, de pression, de gris, de pluie. Là, vraiment... On continue, on enchaîne? On continue. Je veux bien la montre. Ça, c'est beaucoup plus usuel. Alors, ce qui est toujours dangereux en psychométrie avec des objets comme ça, c'est la possibilité de révéler éventuellement des choses qui sont un peu personnelles. Je me méfie un peu de ça. Mais je pense que la personne qui a donné sa montre est OK. Je veux quand même en être sûre. Oui, on lui a demandé, bien sûr. OK, d'accord. C'est un objet qui est très chargé affectivement. Ça a été donné par quelqu'un qui l'a aimé ou ça a vécu une période affective importante de la vie de cette personne. C'est marqué affectivement par des sentiments, et par des sentiments profonds et tendres. Ça remonte à longtemps, alors? Oui, ça peut. Ça peut. C'est un objet qui, pour moi, tourne vraiment autour de l'amour. Je suppose que la personne qui a porté ça a dû étudier ou lire des heures avec. Parce que j'ai le sentiment de quelque chose qui a été immobile très longtemps, si vous voulez. J'ai des images de livres, de bibliothèques. Je fais fausse route, non? Pas du tout. Non. Parce que j'ai des images de bibliothèques. Je pense que c'est quelque chose qui a une grande valeur pour la personne qui la possède. Sur le plan affectif, en tout cas, c'est à peu près certain. Tout à fait. Pour moi, c'est pas une personne... Alors c'est drôle parce que je vois une personne jeune et une personne vieille. C'est extraordinaire. Je vois une personne âgée, une personne jeune. La personne jeune est quelqu'un qui a une grande sensibilité.
C'est quelqu'un qui a une grande exigence, qui est subtil, qui a du caractère, qui a peut-être pas toujours un très bon caractère. Mais c'est lié à une sensibilité qui est forte. C'est une âme assez passionnée, si vous voulez, qui porte ça. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses racines et j'aurais tendance à penser que cet objet lui vient d'un parent, mais vraiment aimé. Quelqu'un qu'on a aimé, vraiment. On arrête là? On arrête là? Solution des jeux quand même? Là, vous avez mis dans le mille, Maud Christelle. Cette montre est à moi. Ah! Oh, je suis désolée pour le mauvais caractère. Non, non, elle m'a été offerte, comme c'est la coutume dans les familles chrétiennes, catholiques, oui, à ma communion solennelle. D'où la personne jeune, d'accord. Elle m'a été offerte par mon père, que j'aimais beaucoup, qui est décédé. Que vous aimiez certainement beaucoup, oui, ça c'est sûr. Et cette montre, vous parliez de livres et d'études, elle m'a accompagné dans toutes mes études secondaires. D'accord. Et après, elle a passé plus de 20 ans, 25 ans, au fond d'une boîte. Elle était complètement abîmée. Et elle était donc immobile? Elle était immobile. D'accord. Et c'est mon épouse qui l'a fait restaurer. Et qui vous l'a offert. Et qui me l'a offerte il y a de cela 2 ans. Double valeur affective, d'accord. Bon, bah là, je suis contente. Là, je suis contente. Bravo. Bravo. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants avec 3 autres histoires extraordinaires. Le monstre du Loch Ness. Canular ou mystère? Glozelle, près de Vichy. Que signifient ces écritures indéchiffrables et ces objets vieux de plus de 15 000 ans qui n'ont toujours pas révélé le mystère de leurs origines? Et enfin à Beauce, dans l'Allier, tout le monde connaît la légende du fantôme de Lucie. Toujours est-il que la forme qui hante le château a pu être photographiée. Bien, je vous propose maintenant de nous suivre en Écosse. L'Écosse, c'est le pays des fantômes, c'est aussi le pays du whisky, mais c'est également la patrie de Nessie. Nessie, c'est ainsi qu'on appelle le monstre du Loch Ness. Alors je sais, chaque fois qu'on parle du monstre du Loch Ness, ça prête à rire, à tel point d'ailleurs que tous ceux qui affirment l'avoir vu préfèrent se taire, de peur de passer pour fou ou sérieusement imbibés. Toujours est-il que de nombreuses personnes, dignes de foi, affirment avoir vu Nessie, et qu'il y a aussi des scientifiques qui ne refusent pas de prendre ce mystère au sérieux. Le Loch Ness, l'un des mythes les plus anciens et qui continue de nous faire rêver. Entouré de collines et de forêts, ce lac étrange s'étire sur 38 km au cœur de l'Écosse. Un lac très profond, où se cacheraient d'énormes créatures et qui attire chaque année des touristes du monde entier. Je m'y suis intéressé dès mon enfance. J'aimais l'idée du monstre du Loch Ness, et quand j'ai vu des photos sous-marines en 1975, j'ai acheté un livre et je me suis documenté. Je pensais que c'était soit la plus énorme farce de l'histoire humaine, soit la plus grande des merveilles. Et puis, j'ai étudié pendant des années et je suis allé visiter le Loch Ness en 1979. Et depuis, j'y retourne tous les ans. Et j'ai passé en tout 4500 heures à observer le lac. Lors d'une de ses excursions au château d'Urquhart, Alistair Boyd va faire une découverte troublante. Il aperçoit au bord de l'eau un saumon déchiqueté. Quel animal dans le loch aurait des mâchoires assez puissantes pour faire des morsures d'une telle dimension? Tout près du château, on a vu passer assez souvent des monstres, soit devant le château, soit tout le long de la rive qui va du château jusqu'au fond de la baie de Harcourt. Dans ces environs, il y a
peut-être des grottes immergées, bien sûr, peut-être simplement des recoins, on ne sait pas trop, où pourraient vivre une famille ou deux familles de monstres, ou peut-être des monstres isolés. J'ai écrit plusieurs articles et je compte écrire un livre. Pour l'instant, ce ne sont que des notes. Mon intérêt principal, c'est de rencontrer des témoins oculaires. Car en étudiant la question, on s'aperçoit que les photographies sont souvent truquées. Par contre, en comparant les récits des témoins, on approche plus de la vérité. Un jour, Alistair a rendez-vous avec deux témoins qui ont vu le monstre de très près, Ian Dunn et Billy Kennedy. Mon histoire, c'est qu'un soir, vers 17h30, on devait réparer le moteur d'un bateau hors bord. On l'a réparé et on l'a remis sur le bateau. J'étais avec Billy Kennedy, un de mes amis qui a bien voulu m'aider parce que le moteur était très lourd à transporter et je ne pouvais pas le replacer tout seul à l'arrière du bateau. Ian et Billy vont maintenant mettre le bateau à l'eau. Ils s'engagent sur le loch. Le moteur semble bien marcher. Une brume épaisse recouvre la surface de l'eau, mais la visibilité est assez bonne. Qu'ont-ils vu? Intrigué, Ian décide de se rapprocher. Je ne croyais pas à l'existence d'un monstre. Je suis de la région et j'ai remarqué qu'au début de la saison touristique, chaque année comme par hasard, il y a des témoins qui voient le monstre. Moi, je pensais que c'était pour attirer les touristes. Et puis, je ne connaissais personne d'ici qui ait vraiment vu le monstre. Alors, je n'y croyais pas. C'était à 6 ou 7 mètres de nous, à peu près. Il y avait une forme de 7 mètres de long, d'un noir terne, un gris foncé. Et j'ai eu très peur parce que je ne savais pas ce que c'était. Certaines expéditions ont photographié une nageoire qui est possible et une tête qui est, ma foi, une tête de gargouille extraordinaire, avec ce qui est intéressant, les deux petites cornes. À mon avis, ça pourrait être des tubes respiratoires. Ian et Billy sont fascinés. Ils ne sont qu'à quelques mètres d'une mystérieuse forme noire. Elle est gigantesque. J'ai vu des documentaires à la télévision sur les baleines et les dauphins, mais là, c'était très différent. Ce n'était pas non plus un tronc d'arbre qui flottait. Je fais beaucoup de pêche et j'en ai vu des troncs d'arbres, et cette chose, je ne sais vraiment pas ce que c'était. Soudain, l'étrange bosse disparaît sous l'eau. Ian va tenter de la suivre. À ce moment précis, je n'avais pas peur. Je pensais, il y a une chance sur 1 million de voir ce qu'on est en train de voir. Il ne faut pas partir. Ian et Billy aimeraient tant revoir cette créature étrange. Ils scrutent en vain la surface de l'eau. Mais non, ils ne voient plus rien. La créature a disparu dans les fonds du loch. Plus aucune trace. Ils sont déçus. Ont-ils rêvé? Billy décide d'aller à l'avant du bateau. Et puis soudain...
2 énormes bosses noires viennent de surgir juste devant le bateau. C'est alors que Yann aperçoit derrière eux une 3e bosse encore plus énorme. Le bateau semble cerné. Ces créatures pourraient facilement les faire chavirer. Billy cède à la panique et va chercher un gilet de sauvetage. C'est la peur de l'inconnu, de quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Je ne sais pas décrire ce genre de peur. On a peur parce qu'on a tellement entendu parler du monstre du Loch Ness. Il y a tellement de témoins qui l'ont décrit. Et puis moi en plus, je n'y croyais absolument pas. Et là, j'étais effrayé par cette chose que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Soudain, une des créatures fonce droit sur le bateau. Pressé par Billy, Yann fait demi-tour et fonce vers la jetée. Le monstre les poursuivra sur une centaine de mètres. Le témoignage de Ian Dunn et de Billy Kennedy, c'est l'exception qui confirme la règle. Je leur ai parlé, et je suis sûr que ce qu'ils disent est vrai. Ils ont vu les créatures de près, au contraire des autres témoignages où les gens sont sortis de leur voiture et ont aperçu une forme qui plongeait sous l'eau et disparaissait. Poursuivant son enquête, Alistair Boyd a entendu parler d'un autre témoignage qui l'intéresse. Un moine de l'abbaye de Fort Augustus, situé au bout du loch, aurait vu le monstre. C'était en 1972, par une très belle matinée d'octobre. Je ne pensais pas du tout au monstre à ce moment-là. Nous recevions la visite d'un célèbre organiste de l'abbaye de Westminster et je lui ai proposé de venir voir le loch. On a une très belle vue des jardins du monastère. On était au bout de la jetée, là-bas, et soudain, on a remarqué une très grande agitation à la surface de l'eau. À notre droite, l'eau était remuée violemment par quelque chose. Mais la chose qui provoquait ces remous n'était pas à la surface. On ne voyait que de grandes éclaboussures d'eau à la surface. Et puis, quelques secondes après, croyez-moi ou pas, on a vu ce long cou sortir de l'eau, d'à peu près 1,60 m de long. Une tête avec un cou, et il a glissé lentement vers le milieu du lac pendant une vingtaine de secondes. On n'a vu aucune bosse, seulement ce long cou qui a ensuite disparu doucement dans l'eau. Et je vous assure qu'on n'avait pas bu une goutte de whisky ce matin-là. Après avoir étudié les récits des témoins, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul animal étrange dans le loch. Et certainement, la forme qui a été décrite depuis 1933 n'est pas impossible à imaginer. Ils décrivent une petite tête, un long cou, un corps massif, une queue puissante et 4 nageoires sur les côtés. Il y a surtout le film qui a été pris par Tim Dinsdale et qui a été étudié par les gens du JARIC qui travaillent pour la Royal Air Force et qui suivent cet animal se déplaçant pendant un très long moment. Mais c'est un animal dont la partie qui est vue en surface a sûrement 2 mètres de large et une hauteur d'à peu près 1 mètre. Alors, quel peut être cet animal? Ce n'est pas un animal qui est connu dans le lore. The furore of the 30s accompanied many hoaxed sequences of film and faked photographs. Depuis les années 30, les témoignages se sont multipliés. Amateurs et professionnels armés de caméras ont parfois saisi des images surprenantes. Certaines sont truquées, mais d'autres semblent authentiques. Apportent-elles enfin la preuve que des créatures d'une espèce inconnue évoluent dans les eaux sombres du loch? Pour les uns, il s'agit simplement d'ondes qu'auraient émises des monstres il y a des millions d'années,
des ondes qui auraient été emmagasinées dans la roche, que la roche restituerait maintenant petit à petit. Pour d'autres personnes, il s'agit de manifestations sataniques. Vous savez que le lac a été exorcisé. Pour d'autres personnes, il s'agit de loutres ou de volatiles. Et pour d'autres personnes, bien sûr, il s'agit d'animaux que l'on ne connaît pas encore, qui auraient certainement des origines dites préhistoriques. Depuis 50 ans, les scientifiques ont mené toutes sortes d'expéditions pour essayer de résoudre le mystère du Loch Ness. Avec les progrès techniques, les observations deviennent plus précises. Au fil des années, la masse d'informations recueillies et les moyens déployés nous font mieux connaître le Loch. Et pourtant, aucun élément ne permet d'établir l'existence du monstre. En 1987, l'opération Deep Scan est lancée. 20 bateaux équipés des sonars les plus sophistiqués vont balayer toute l'étendue du Loch. Mais les résultats n'apporteront aucune preuve concrète. Dernier en date, le projet Urquhart, commencé en juillet 92, organisé par les plus grands scientifiques britanniques et doté d'un budget de 30 millions de francs. Ces résultats seront publiés en 1995, mais quelques informations ont été révélées. Le Loch est plus profond qu'on ne le pensait. Ses parois lisses ne présentent aucune cavité sous-marine et un écho très fort a été enregistré pendant 2 minutes puis a brusquement disparu. Selon les scientifiques, cet écho pourrait être provoqué par un gigantesque tourbillon d'eau ou par une énorme masse en mouvement. Ma véritable ambition n'est pas de gagner une fortune, comme l'espèrent tant de gens. J'aimerais qu'on reconnaisse l'existence de ces animaux, pour qu'on puisse les protéger. Il y a tant de menaces sur le Loch qui viennent de la pollution, de l'élevage des poissons et des nombreuses croisières. Et je crains qu'un jour, quelque chose ne leur arrive, si on ne reconnaît pas qu'ils existent et qu'ils méritent notre respect et notre protection. Je me sens honoré d'avoir vu le monstre du Loch Ness. Il y a beaucoup de gens qui ont observé en vain le Loch pendant des années pour le voir. Yann garde un souvenir ému de ce qu'il a vu ce jour-là. Mais son ami Billy, lui, se rappelle surtout sa peur. Je ne suis plus jamais retourné en bateau sur le Loch. Je fais de la pêche à la ligne, je chasse, mais je ne suis pas retourné sur le Loch depuis ce jour-là. Lorsque tous les résultats des recherches seront enfin connus, le mystère du monstre du Loch Ness sera-t-il résolu? Ce monstre que des milliers de témoins affirment avoir aperçu depuis le Moyen-Âge. Alors avec nous, Jean Berton, professeur d'anglais, mais également auteur, qui s'est passionné pour le Loch Ness, Bernard Reuvelmans, cryptozoologue, et puis, et je le remercie beaucoup de nous avoir rejoints, Anthony Preston, qui nous arrive d'Angleterre. Anthony Preston, qui a participé au projet Urquhart, cette expédition, l'été dernier. Vous en étiez même, en quelque sorte, le patron. C'est bien cela, parce que vous étiez le project manager, comme on dit en anglais. Alors, Bernard Reuvelmans, vous avez procédé à partir des témoignages et vous avez extrapolé de ces témoignages en les recoupant la forme que pourrait avoir cette bête ou ces animaux, car il y a de fortes chances pour que s'il y en a, il soit plusieurs. Je dirais quand même, Bernard Reuvelmans, au risque de froisser votre sens scientifique, que vous êtes parti d'un préjugé très favorable. Oui, bien sûr. Et vous avez construit sur ce préjugé favorable. Mais je ne me suis pas seulement contenté d'étudier le Loch Ness. Le Loch Ness est un des innombrables lochs et lacs dans le monde où il y a ce même phénomène. Les médias parlent toujours du monstre du Loch Ness, mais il y en a comme ça dans des centaines de lochs. Alors, si ces animaux existent, ils existent depuis des siècles et des siècles. Apparemment, ce seraient des mammifères. Il faut donc qu'ils montent à la surface pour respirer. Oui. On a quand même, c'est vrai, malgré la multiplicité des témoignages, Jean Berton, et Dieu sait si vous les avez tous examinés, on a quand même du mal à se dire qu'il n'y ait pas eu plus de gens pour le voir, parce que finalement, 1000, 4000 témoignages, c'est rien, il devrait y en avoir des dizaines de milliers. C'est un animal qui doit monter respirer. Jean Berton. Le problème, c'est qu'il faut être là, au bon moment,
quand, j'allais dire, Nessie arrive à la surface. Et il faut regarder dans la bonne direction. Disons que si Nessie apparaît, ou un monstre apparaît à quelques mètres du témoin, on ne peut pas le manquer. Ouais. Mais si l'animal remonte à la surface à 300 mètres, 500 mètres, si la visibilité n'est pas extraordinaire, elle est donc là-bas. Ouais. C'est un animal qui vient sous la surface, qui ouvre les narines et puis qui replonge. Alors de temps en temps, il sort de l'eau. Il regarde un moment et puis il replonge. Alors, il y a des milliers de témoignages. Quelle dimension auraient ces monstres? Parce qu'il y en aurait plusieurs. Eh bien, c'est à peu près la taille de le corps d'un éléphant de mer et la tête le cou d'une girafe. Un éléphant de mer, ça mesure combien de mètres? 5 mètres. 5 mètres. Vous êtes d'accord avec... Moi, je ne peux pas émettre d'hypothèse scientifique puisque je ne suis pas scientifique. Je ne peux que me référer aux témoignages de diverses personnes. Il paraît que certaines personnes en ont vu des tout petits, de à peu près 1 mètre. D'autres en auraient vu de vraiment immenses. Ils donnent des dimensions de l'ordre de 20 mètres, voire plus. Difficile, évidemment, de faire une moyenne. Bon, vos intimes convictions à tout un chacun, je pense que Jean Berton est persuadé qu'il y a des animaux de taille assez gigantesque dans le Loch Ness et ailleurs. Vous aussi, vous êtes allé même beaucoup plus loin, vous dites que c'est une otarie au long cou. Mais vous, qui en revenez, Anthony Preston, le but de cette mission était peut-être beaucoup plus vaste et beaucoup plus général que d'essayer de débusquer, de dénicher le monstre du Loch Ness. Il s'agissait d'une mission complète sur le Loch. Oui, c'est vrai. C'est, si vous voulez, l'exploration définitive, c'est-à-dire hydrographique, biologique, on mesure l'eau, les animaux et tout ça. Quand on vous parlait du monstre du Loch Ness, ça vous faisait rire ou vous vous disiez pourquoi pas? Non, je crois que j'ai toujours l'esprit ouvert. Je ne pense un côté ou l'autre côté. C'est difficile de dire parce que j'étais là quand on a vu le sonar, l'écho, et c'était quelque chose d'inexplicable. J'ai aussi vu des interviews avec des gens qui ont le vu. Et souvent, c'est très difficile de dire, vous avez vu le Father Gregory à l'abbé, et c'est difficile de dire qu'ils sont trompés. C'est très, très difficile. Ce sont des gens dignes de foi, des gens que l'on peut croire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Souvent, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Il existe? Oui, bien sûr, je le souhaite. Je ne sais pas si c'est possible, mais je souhaite, comme la plupart, je crois, je le souhaite. En tout cas, il n'y a plus qu'une chose à souhaiter, j'imagine que vous le souhaitez aussi, c'est que l'expédition dont nous a parlé Anthony Preston soit complètement terminée, c'est-à-dire qu'on ait dépouillé tous les résultats, et en 1995, peut-être qu'on en saura plus. Bien, Bernard Weulemans, Jean Berton, merci. Nous allons maintenant vous raconter une affaire qui a défrayé la chronique dans le courant des années 20 et même jusqu'au début des années 30, à tel point d'ailleurs qu'on l'avait appelée cette affaire l'affaire Dreyfus de l'archéologie. Il s'agit de l'affaire de Glosel. Et curieusement, c'est une affaire qui dérange toujours certains et non des moindres dans la communauté scientifique. Et puis c'est aussi une affaire, vous allez le voir, qui n'est pas du tout dénuée de mystère. C'est en 1924 que Glosel, un petit hameau de la montagne bourbonnaise, fut le théâtre d'une découverte extraordinaire qui déclencha l'une des plus violentes controverses archéologiques de notre époque. Car elle remet en question ce que nous savons sur les origines de l'écriture. Un petit paysan auvergnat a découvert par hasard des objets très anciens portant des signes écrits. Ces objets posent une question essentielle. L'écriture est-elle née en Occident plutôt qu'en Orient comme on le croyait ? Et serait-elle plus ancienne qu'on ne le supposait? Glosel, un mystère. Et c'est ce qui déconcerte les hommes de recherche. En un lieu secret et sacré, on a déposé des écritures que personne ne déchiffre.
Et ce secret nous parvient fortuitement grâce à Émile Fradin, et nous ne savons pas les lire. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. J'avais 17 ans, c'est en 1924. Nous sommes descendus avec mon grand-père pour défricher un morceau de terrain. Et c'est moi qui tenais les bras à Charlie. Si la vache s'était pas enfoncée, on n'aurait jamais trouvé Glausel. Ben oui, c'est la vache qui a découvert Glausel. C'est pas nous. Quelle n'a pas été notre surprise de trouver des ossements humains. Nous sortons un crâne entier. Ma grand-mère criait comme une folle quand j'ai rentré ce crâne à la maison. Vous déterrez les morts, fous-moi le crâne là. Parce que ma grand-mère était très croyante. J'avais 17 ans, j'avais jamais entendu parler ni d'archéologie ni rien. Les premières fouilles, on les a faites avec des pelles et des pioches, nous. On croyait avoir trouvé un trésor quand on a vu que c'était un tombeau. Mais on a quand même réussi à sortir 2 vases entiers. Et on les a cassés. On a dit là-dedans, il y a des bijoux, de l'argent. Ce qui nous intéressait, nous, c'était l'argent. Parce que, il faut vous dire qu'en 1924, on n'en avait pas beaucoup. Préparez-vous de l'argent, il y avait de la terre dedans. Alors ça nous a un peu déçus. On a bouché les trous et on a semé de l'avoine dans le champ. Antonin Morlet, un médecin de Vichy passionné d'archéologie, a entendu parler des découvertes d'Émile Fradin. En 1925, il se rend pour la première fois à Glausel avec sa femme et commence à fouiller. Ce qu'il trouve le fascine. Ça, le docteur Morlet, personne ne s'en intéressait à ce moment. Et c'est grâce à lui que Glausel existe. Il a dit, mais c'est très intéressant ça. On a fait des papiers avec lui. Il avait le droit de publication des objets. Et les objets restaient notre propriété. Un homme formidable. Il a fait des fouilles là pendant 16 ans. Le docteur Morlet entreprend des fouilles à ses frais et fait des publications régulièrement. Avec Émile Fradin, il va découvrir en 16 ans plus de 3000 objets. Des vases, des urnes, des sculptures en os et en terre cuite. Et surtout, des tablettes portant des signes étranges qui ressemblent à des lettres. Le véritable mystère de Glausel, c'est l'écriture. Des signes qui nous parviennent que des hommes, jadis, ont pris une peine infinie à déposer, à confier à la terre, et il fallait que vienne Émile Fradin. Il est vraiment le gardien du temple. Ces objets-là, cette collection-là, cette partie de vitrine-là, c'est les objets qui étaient chez le docteur Morlet. Nous avons construit une pièce spéciale pour le musée, c'est le docteur Morlet qui nous a donné l'idée. Il fouillait, il trouvait des objets, et on n'avait rien pour les exposer. Il m'avait même donné des vitrines anciennes, bien sûr, en bois, où on mettait les premières choses. Le petit hameau de Glausel est à quelques kilomètres de Vichy, et on commence à parler des découvertes du jeune Fradin. Intrigués, les curistes viennent, et les Fradins eurent même un jour un visiteur de choix. Émile, ce soir, vous avez la visite du roi de Roumanie. Alors, comment on va faire pour recevoir le roi de Roumanie? Alors, le docteur Morlet m'avait fait un peu la leçon. Quand vous lui parlerez, vous lui direz Sa Majesté, vous lui parlez à la 3e personne. Le roi de Roumanie a été charmant. Et ça l'a intéressé énormément. Et puis les journaux en ont parlé, tout. Et il est venu du monde à Glausel à ce moment-là. Mais on a eu des savants là, du monde entier. Je ne peux pas vous dire le nombre, c'est des quantités extraordinaires. Et beaucoup qui ne parlaient même pas français.
L'archéologie est à la mode, incontestablement. Et comme Vichy était une ville de cure fort bien fréquentée, des ambassadeurs, des curistes très, très riches, des princes, des étrangers, se sont en quelque sorte donnés comme point de rendez-vous l'excursion à Glozelle. Les découvertes de Glozelle ont d'abord fasciné un certain nombre de préhistoriens. Les découvertes de Glozelle remettent en question la théorie sur l'origine de l'écriture en Orient. Glozelle intrigue pour cette question. Quand le signe écrit a-t-il été tracé pour la première fois? Le docteur Morlet a-t-il soulevé un problème qui allait nous occuper pendant plusieurs peut-être générations et qui n'est pas résolu? Car au moment des découvertes de Glozelle, un éminent épigraphiste, René Dussault, vient de publier officiellement que l'écriture est née en Phénicie 1600 ans avant Jésus-Christ. Or, le docteur Morlet estime les tablettes de Glozelle à 5 ou 6 000 ans avant Jésus-Christ. Les deux découvertes sont contradictoires, et cela déclenche une véritable guerre chez les hommes de science. L'écriture est-elle née chez nous en Occident ou bien en Orient? L'affaire prend de telles proportions qu'on la surnomme très vite l'affaire Dreyfus de l'archéologie. Et la France se divise entre glozéliens et anti-glozéliens. Mais une affaire Dreyfus signifie qu'il y a un traître. Et l'on ne tarde pas à accuser Émile Fradin d'être un faussaire. Il y a eu une plainte du président de la Société préhistorique de France qui est venu à Glozelle, qui est rentré au musée, qui a payé 4 francs pour visiter le musée, qui a prétendu que c'était des choses fausses. Ils ont déposé une plainte contre l'inconnu. Mais l'inconnu, c'était moi. Le 25 février 1928, la police de Clermont-Ferrand vient perquisitionner chez les Fradins. Leur but, trouver l'atelier où Émile fabrique les objets. C'était des fous. Et puis voir ces vitrines cassées et tout. J'ai reçu 2 gifles. Je ne recevrai jamais les pareils. Ils ont emporté au moins 200 objets. Pour les faire examiner, pour les faire dater. Il n'y avait pas de moyen de datation maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ces objets sont-ils authentiques, comme le pensent certains scientifiques, ou est-il possible qu'Émile Fradin, un jeune paysan auvergnat, les ait fabriqués de toutes pièces? Aujourd'hui encore, les avis sont partagés. Il est totalement impossible que Émile Fradin soit un faussaire. La cohérence des symboles est telle, la charge très particulière du dessin, du trait, de la signification, et d'une telle profondeur qu'il est totalement exclu que le jeune Émile Fradin, paysan de la montagne bourbonnaise, puisse imaginer cette collection. Il est même surpris par ce qu'il trouve. Pourtant, de grands archéologues contestent Glozelle. Ces signes prétendus alphabétiformes, je n'y crois pas. Imaginez qu'il y a 15-20 000 ans, des hommes de Glozelle aient pu posséder un alphabet. C'est un peu comme si nous imaginions que les Gaulois possédaient la télévision. C'est aussi incongru. Le 4 juin 1929, Émile Fradin, 20 ans, est inculpé d'escroquerie. Il doit subir des interrogatoires. Ils m'ont inculpé. Ça a été très dur. Je vous dirais que j'ai passé une nuit, j'ai pleuré une partie de la nuit. Le juge d'instruction, il me demandait, il me disait, vous avez fabriqué ça, et comment, puis des tas de choses, il me demandait. Moi, je disais ceci au juge, j'ai trouvé ça. Je ne suis pas un savant, mais ce que je peux vous dire, c'est pas moi qui ai fabriqué ça. Et je vous dis, j'ai compté les heures, 63 heures d'interrogatoire. Avouez, avouez. Et avant d'avouer, j'ai ma conscience tranquille. J'ai la conscience pour moi et il n'y a rien à faire. Glozelle est ancien. Et voilà. Et puis ils ont cherché si je ne savais pas décoller. Ils ont fait tout. Bien sûr qu'ils me surveillaient pour voir si j'allais pas mettre des objets là-bas. Il est possible que certains éléments soient des faux, fabriqués aux alentours de 1930, et le climat dans lequel ces fouilles ont été pratiquées
ne me permet pas d'avoir une position affirmée sur l'authenticité de Glozell. L'inculpation finit par un non-lieu. Le non-lieu est délivré 2 ans plus tard. Émile va-t-il pouvoir savourer sa victoire? Et puis alors, il y a eu la guerre, qui a carrément étouffé Glozell. Pendant presque 40 ans, on ne va plus parler de Glozell. Le docteur Morlaix continue de fouiller et Émile Fradin profite enfin de la vie. Il se marie et a des enfants. Puis, en 1941, la loi Carcopino est votée. Elle interdit de fouiller le sous-sol français sans autorisation de l'État. C'est un coup d'arrêt aux fouilles de Glozell. Le docteur Morlaix ne peut pas continuer ses recherches. Le mystère de Glozell est-il enfoui à jamais? Morlaix est mort en 66. Je suis allé le voir en 66, pour une dernière fois. Il m'a dit, Émile, je ne verrai pas les datations de Glozell. Je ne verrai pas la victoire. Vous verrez ça prochainement. Alors, 66, on a daté Glozell en 72. En 1972, Henri François, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique à Paris, se rend à Glozell. Très intéressé par le site, il fait des prélèvements et entreprend de dater les objets avec 3 laboratoires étrangers. Ils vont utiliser de nouvelles méthodes de datation très précises qui travaillent sur la radioactivité naturelle des objets. Le carbone 14 pour les objets en os et la thermoluminescence pour les céramiques et les terres cuites. Pour les 3 laboratoires, les résultats sont clairs et irréfutables. Glozell est ancien. Cher Monsieur Fradin, de retour du congrès d'Oxford, je m'empresse de vous écrire car cette fois, toute la polémique a cessé. Les explications, quelques attardés mal informés voulont encore prétendre que vous êtes un faussaire. Les regroupements des mesures faites indépendamment dans chaque laboratoire sont parfaits et indiscutables. Les résultats des physiciens sont les suivants. Les ossements ont de 15 à 20 000 ans, les céramiques ont 5 000 ans et les tablettes écrites ont 2500 ans. La lumière est enfin faite sur l'authenticité du site. Mais le mystère persiste, car on trouve des signes écrits sur des ossements de plus de 15 000 ans. Le mystère de Glozell, c'est la présence de signes d'écriture sur des ossements qui auraient pour date moins 17 000 ans. À la suite des datations, l'État reconnaît l'existence de Glozell tout en restant très prudent. Mais la communauté scientifique continue de douter. En 1983, de nouvelles fouilles sont entreprises. Étrangement, elles ne sont pas faites au même endroit, mais à plusieurs kilomètres de là. Et depuis 10 ans, aucun résultat n'est encore publié. S'ils ne publient pas, c'est que probablement il y a des résultats qui les ennuient. Alors pourquoi? On a peur de quoi? On a peur de contrarier quelques vieux professeurs. On a peur de démolir les théories en cours. Mais écoutez, est-ce que les théories scientifiques sont des monuments religieux? Y a-t-il donc à Glozell finalement qui soit responsable de cette levée de bouclier? Faisons donc des fouilles méthodiques et raisonnées à l'endroit où Fradin les fit. Appelons ça la guerre, oui. C'était pas une guerre. Quand on voit une bande de pantins, tous qui voulaient se fouler là-dedans, qui voulaient acheter à n'importe quel prix, je trouvais des sommes fabuleuses de ça, moi, des Américains. À un moment donné, ma femme, ma soeur, là, me disait, mais t'es complètement cinglé. T'as eu des histoires avec ça, tu devrais vendre ça très tranquille. Mais ça se vendra pas. Et ça se donnera pas. La terre de Glozell garde malgré elle son secret. Pourquoi la seule évocation du site dérange-t-elle encore autant les scientifiques? Émile Fradin a reçu en 1990 les palmes académiques. Mais certains affirment toujours que les objets ne sont pas authentiques. Aurons-nous un jour la réponse à ce mystère? Et tout de suite, un salut amical à Émile Fradin, qui regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Il a pris froid, et il n'a pas pu se déplacer. Il faut s'imaginer pour cet homme, quand on voit le combat de toute une vie qui a été pour lui Glozell, l'émotion qu'a pu être ce film, cette reconstitution, puisque vous l'avez vu, il a participé au tournage avec beaucoup de bonne volonté. On lui souhaite tous un prompt rétablissement. Puis je voudrais remercier aussi M. Henri Delporte d'être parmi nous. M. Henri Delporte était conservateur en chef du musée de Saint-Germain-en-Laye, un musée qui fait une large part à l'archéologie préhistorique, et il exerce toujours à l'heure actuelle, puisque vous êtes, M. Henri Delporte, inspecteur général des antiquités nationales, c'est cela? Honoraire, c'est-à-dire retraité.
Bien, nous allons parler de Glozell avec vous, car on a déjà vu dans le film que vous aviez beaucoup de choses à dire. À mes côtés également un confrère, Robert Arnaud de France Inter, qui présente tous les samedis une émission intitulée Les Chroniques Sauvages, samedi après-midi à 15h. Et puis Robert Liris qui est psycho-historien. Bon, première question, Henri Delporte. Vous avez une expression très forte, très imagée. Vous avez dit, si Glozell était vrai, c'est comme si on découvrait que les Gaulois avaient la télévision. La métaphore est belle, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliciter davantage? À l'époque, Émile Fradin, 16 ans, si je me souviens bien. Petit paysan, ignorant, probablement même, qu'il existe des temps préhistoriques, trouve des objets. Et je fais toujours la distinction entre ce que je sais et ce que je pense. Je ne pense pas qu'Émile Fradin ait pu fabriquer ces objets. Seulement, est arrivé à Glozell le docteur Morlet. Docteur Morlet qui... Sans lequel Glozell n'aurait pas existé, oui. Nous sommes d'accord. Docteur Morlet qui avait été reçu premier au concours de l'internat et qui était un éminent docteur, mais qui n'avait avec l'archéologie que des rapports assez évanescents, disons. Et puis, la proximité de Vichy, que notre collègue rappelait tout à l'heure, a amené beaucoup de monde. C'est-à-dire la plus grande pagaille. Je vous vois venir. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il y avait une stratigraphie, c'est-à-dire une succession de couches. On ne sait même pas si tel objet était à côté de tel autre, si tel objet était au-dessus ou en dessous de tel autre. Pourquoi, comme le demande Rémi Chauvin dans le film qu'on vient de voir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas procédé à des fouilles systématiques depuis des dizaines et des dizaines d'années sur le site? Je dirais que ça dérange les gens. De ma faute. Et la communauté scientifique. De votre ma faute. Oui. C'était à vous de les autoriser, ces fouilles? J'étais directeur des antiquités préhistoriques d'Auvergne. Et M. Malraux, qui était à l'époque ministre de la Culture, a souhaité, sollicité par des hommes politiques auvergnats, a souhaité que des fouilles soient reprises à Glozell. J'ai répondu, que les passions étaient encore beaucoup trop vives pour que l'on accepte le danger de reprendre des fouilles à Glozell. Il eût fallu mobiliser un régiment de chasseurs alpins pour protéger le chantier. Mais aussi, j'ai répondu au ministère que les objets conservés par Émile Fradin étaient suffisamment nombreux et suffisamment significatifs pour que, compte tenu des moyens d'analyse que nous avons aujourd'hui et qu'Émile Fradin n'avait pas, il faudrait d'abord commencer par faire des analyses sur ces objets. Mais c'est une information formidable que vous nous donnez là. Mais je pense qu'on va mettre tout le monde d'accord. Alors, les Glozelliens convaincus que vous êtes... Mais il n'y a pas de Glozelliens et d'anti-Glozelliens. Il y a des honnêtes gens. Il n'y a pas de Glozelliens convaincus. Il n'y a que d'un côté la science officielle et de l'autre... Mais oui, excusez-moi, monsieur. Et de l'autre, des gens qui, comme vous l'avez écrit d'ailleurs, monsieur, dans une préface de méthode de datation par la thermoluminescence, sont des gens de bon sens et qui veulent absolument savoir la vérité. Personnellement, j'ai fait la connaissance de Glozell il y a près de 40 ans et j'ai eu la chance de connaître tous les protagonistes de l'histoire, y compris M. Morlet et le chanoine Cotte. J'ai reçu effectivement cette affaire en plein cœur. Je ne suis pas préhistorien, je n'avais pas à juger, je dis simplement que depuis 1959, je ne cesse de demander aux chercheurs officiels de dire la vérité là-dessus. Il y a eu, depuis 70 ans maintenant,
une sorte, disons-le, excusez-moi monsieur Delporte si je vous choque, mais une sorte de conjuration du silence. Il ne fallait pas en parler. Il ne fallait plus en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu au début des pontes de la science qui ont déclaré que c'était une chose classée. Ça n'était pas classé du tout. Moi, j'entends dans cette affaire-là, j'en fais une histoire sociale. Ça m'est égal que Glosel soit du Magdalénien, ça m'est égal que Glosel ait 12 000 ans ou 700 ans, ça m'est égal, monsieur Delporte. Je vois un homme, là, que j'ai connu, et que je connais encore. J'ai connu le docteur Morlaix, j'ai connu le chanoine Cotte. Ce sont des hommes, je voudrais dire que je suis persuadé qu'ils sont très honnêtes. Très honnête. C'est pas leur sincérité que M. Delporte met en cause. Comment ça n'est pas leur sincérité? M. Delporte n'a pas dit qu'ils étaient des faussaires. Mais ce monsieur a été traîné pendant 70 ans. Oui, mais enfin, je le regrette. Pas par M. Delporte. Mais je le regrette. Monsieur, je me permets de vous dire merci d'être là. Parce que s'il y a une chose qui m'étonne, c'est que précisément tous ceux qui sont, disons, les anti-gloséliens, les hommes de science que je respecte et avec qui j'ai travaillé, j'attendais qu'ils soient là sur le plateau. Ils ne sont pas venus. Et savez-vous pourquoi ils ne sont pas venus? Ils ont déclaré « Ne remettons pas cette affaire sur le tapis. Cette affaire est classée. » Eh bien, pour moi, en tant qu'homme de médias, non, elle n'est pas classée. Je veux savoir si M. Fradin est un escroc. Je ne sais pas si M. Fradin est un escroc ou non. Je ne sais pas. Mais bien. Monsieur, je ne le pense pas. Bien. Est-ce que tous vos confrères en sont aussi persuadés? Mais, monsieur, la grande majorité de mes confrères ont d'autres préoccupations. Voilà. Voilà la réponse que l'on entend depuis 70 ans. On a d'autres choses à faire. Eh bien, je dis non. J'ai le sentiment qu'on touche à un sujet, là, on est en pleine passion. Oui. Robert Léris. Oui. Passion, bien exactement. Il est inadmissible que le public actuellement, à l'ère de la médiatisation, de la connaissance, son désir de savoir quelque chose sur ses origines au moment où tout s'effondre, ne puisse pas avoir accès à une information qui est retenue depuis 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, si vous n'étiez pas honoraire, et si Jacques Lang vous le demandait, vous ne pensez pas que les passions sont retombées, qu'il est temps d'examiner ça sérieusement? Quand j'imagine ce qui a pu se passer sur ce champ des morts, oui, cette cohue... En 2 mots, c'était le foutoir, vous nous l'avez expliqué. L'un faisant ci, l'autre faisant ça. Raison de plus pour procéder maintenant à des fouilles organisées et surveillées. Est-ce que tous les gens qui étaient là étaient des honnêtes gens? Je n'en suis pas sûr, au contraire. Et actuellement, le champ des morts, nous ne savons même pas où ça a été fouillé, où ça n'a pas été fouillé. Comme je le disais récemment, c'est un champ de bataille. Monsieur Delporte, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous n'estimez pas que justement, à cause même de ce que vous nous expliquez, il serait temps de procéder à ce travail de façon rationnelle et scientifique? Et on vous répondra que ça a déjà été fait. Et on ne veut plus en entendre parler. Il y a maintenant 10 ans que des recherches officielles, et j'insiste avec des gens que j'estime énormément, qui sont des préhistoriens vraiment éminents, ont été faites. Pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas les résultats? Il nous a été dit, on ne peut pas, et c'est pourquoi ces messieurs ne sont pas là. On ne peut pas être là, mais on ne veut rien dire parce que nous avons la preuve que Glosel n'est pas authentique. Alors cette preuve, moi je la veux, je la réclame au nom du public. Peut-être qu'un jour, on pourra vous apporter la réponse, messieurs, je vous remercie. Restez avec nous, Mystère n'est pas terminé, j'ai encore une histoire à vous présenter, mais auparavant 2 informations pratiques. D'abord, si vous désirez assister à l'émission, vous faites 3615, code TF1, c'est ce qui est en train d'apparaître sur votre écran de télévision. Puis d'autre part, si vous avez des histoires extraordinaires à nous communiquer, soit que vous les ayez vécues, soit que des proches à vous aient eu à en connaître, pareil, pas 3615 code TF1, c'est ce qui apparaît sur votre écran de télévision, boîte postale 2008 92 518 Boulogne-Cedex. Voilà, avant de nous séparer, une dernière histoire extraordinaire, une histoire de fantôme, ça fait jamais de mal avant de se coucher. Et cette histoire de fantôme, c'est celle du fantôme de la belle Lucie. Elle se passe chez nous, en France, à Vos, dans l'Allier.
Au cœur de l'Auvergne, dominant de ses hautes tours la plaine de l'Allier, se dresse depuis 8 siècles le château de Vos. Un château de légende où il se passe des choses étranges. On raconte qu'au XVIe siècle, le châtelain tomba éperdument amoureux d'une très belle jeune fille nommée Lucie. Pendant qu'il était parti guerroyer, son épouse, pour se venger, la fit assassiner dans la tour carrée. On raconte aussi que depuis, Lucie revient toutes les nuits au château. Aujourd'hui, le baron Ephraim Tagori de la Tour vit seul au château. Ses insomnies le poussent souvent à arpenter les couloirs à une heure avancée de la nuit. Mais il n'erre pas sans but. Où va-t-il? Je dors mal. C'est vrai que je dors très très mal. Donc je me promène. Mais ce château, dans la nuit, vive. On attend beaucoup de choses, des armures, des chuchotements, beaucoup de choses. C'est très vivant et très intéressant. C'est là, dans la salle des pendus et dans le chemin de ronde, que chaque nuit, le baron a un rendez-vous. Un rendez-vous mystérieux qu'il ne manquerait pour rien au monde. C'est le fantôme de Lucie que le châtelain rencontre chaque nuit à Vos. Lucie, la belle jeune fille morte tragiquement il y a 400 ans. La première fois, j'ai vu Lucie comme petite lumière. Après quelques temps, j'ai vu la lumière en pleine, surtout la pleine ligne. Je vais dans toute la puissance. Et je vais aussi dans cette lumière l'ombre que font une silhouette d'une personne humaine. Le baron n'est pas le seul à avoir vu le fantôme. Une jeune étudiante, Florence, travaille au château. C'est elle qui fait visiter le domaine. C'est au cours d'une visite de nuit que Florence, elle aussi, a vu l'apparition. J'ai toujours l'impression d'être surveillée ici. J'ai déjà vu Lucie, hein. J'ai vu une ectoplasme, une forme lumineuse qui bougeait, qui s'avançait vers nous, puis qui disparaissait et qui réapparaissait quelques secondes après. Avec à l'intérieur une sorte de silhouette de femme, c'est assez vague quand même. Et c'est très impressionnant. Il est évident que ce château a une âme. Ce château, les pierres de ce château ont une vie propre. On a l'impression que c'est tout un monde très ancien qui a souffert, qui a vécu, qui a fait vivre ces pierres et qui est encore là d'une façon un peu mystérieuse, bien sûr, très mystérieuse même, mais très précise. Vos est pourtant un village si tranquille. Qu'y a-t-il vraiment derrière les murs du château mystérieux? C'est en août 1984 qu'une équipe de France Inter, intriguée par la rumeur, décide de venir faire un reportage sur ces phénomènes étranges. Ils veulent tenter l'expérience de voir Lucie en direct et, si possible, de l'enregistrer. Un médium, Raymond Réan, et sa petite fille de 10 ans, Aurore, se sont joints à l'équipe. Monsieur le baron Tagori de la Tour. C'est moi-même. Loïc Casga, France Inter. Bienvenue. C'est vrai que j'ai du mal à croire aux fantômes, donc c'est vrai qu'on n'était pas très enclin à croire qu'on allait voir des ombres. Mais c'est vrai aussi que le baron avait une façon de le raconter qui était telle que ça aurait été déraisonnable de ne pas passer une nuit à rester dans le château. Le groupe est immédiatement saisi par l'atmosphère du château. Et tandis qu'il traverse la cour d'honneur pour commencer la visite, Aurore, elle, a l'impression étrange d'être observée du haut des tours. Le fantôme de Lucie va-t-il se manifester ce soir? Aurore, tu viens? J'arrive, grand-père.
Pendant toute la journée, les deux ingénieurs du son mettent tout en place pour détecter la moindre trace de subterfuge. Test micro 6, tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon, passe au suivant. On avait installé un micro tous les 2 mètres sur le parcours supposé du fantôme. Et en fin de compte, on a été assez surpris parce que, bon, il s'est passé quelque chose, quoi. Et la nuit venue, peu avant minuit, tout est prêt. Il a été convenu que le baron resterait dans une pièce reculée du château avec un membre de l'équipe. Dans la salle des pendus, on attend fébrilement l'apparition. Allô? L'un des deux ingénieurs du son se trouve sur place et, pour plus de sécurité, le deuxième technicien a installé le matériel dans une autre pièce qui sert de régie. Il y a quelque chose là, près de la fenêtre. Qui le voit? Moi, je la vois. Ça grandit. Mais où? Quelle fenêtre? Là, près de la fenêtre, là, à droite. Là. Vous avez vu? Merde, je la vois. Je la vois. Lucie, viens. Lucie, viens. Prends une photo. Lucie, viens. Viens, Lucie. Grand-père, t'es à côté de moi, j'ai peur. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Regarde, elle va faire apparaître son corps. Regardez, elle se dirige vers le chemin de ronde. Et c'est à ce moment-là, dans le chemin de ronde, où des micros ont été installés tous les 2 mètres, c'est à ce moment précis qu'un bruit très étrange va être enregistré. Écoutez. Elle grandit, elle grandit. C'est fantastique. Ah non, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Surtout dans ces conditions, il était minuit et demi, dans une pièce où on est seul. Donc j'avais envie de voir, et quand je suis parti pour voir, j'ai allumé ma torche, et puis je ne m'attendais pas à les voir de dos, je les ai vus de face. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le phénomène était entre moi et eux, et certainement j'avais dû le traverser. Je crois que c'est terminé, on ne verra plus rien. Elle était semi-matérialisée, vous voyez, on ne la voyait pas entière. Ou alors quand je la voyais entière, on ne voyait pas les habits, on voyait qu'une ombre. Ou alors le visage.
Et c'est seulement que quelques instants qu'on a pu la voir entière. Des fois, on voyait que la moitié du corps. Et puis, ma petite fille l'a vue et lui a dit « Lucie, viens ». À ce moment-là, le fantôme s'est encore plus concrétisé. Il est venu vers ma petite fille. Vous imaginez la surprise. Grand-père est à côté de moi. J'ai peur. C'est une forme un peu nébuleuse, éclairée de l'intérieur, qui est apparue par flash. Je l'ai vu donc au début de façon très floue, et puis j'ai eu 2 ou 3 flashs très importants. Et là, donc je ne pouvais plus douter de ce que je voyais. C'est la seule et unique fois où j'ai été témoin de ce phénomène. Mais je dirais que c'est pour une bonne raison. C'est que les autres fois où je suis allé sur des histoires semblables, irrationnelles, on a trouvé l'explication. Mais aujourd'hui, là, maintenant, on est obligé de dire que on est complètement en l'air. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il reste 2 preuves tangibles de cette expérience. Une photo prise cette nuit-là et l'enregistrement magnétique d'un son qui, après analyse, demeure inexpliqué. Alors, que s'est-il passé cette nuit du 4 août 1984 à Vos? Le mystère persiste. His name is Robert Paulson.